Donc ce soir, j'avais envie de parler d'un truc un peu différent. En vrai, ça me fait plaisir parce que ça faisait un moment que j'avais envie d'en parler. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. J'étais chez la mère d'Ellie pendant les vacances d'hiver et il y a des piles de livres un peu partout. Et là, qu'est-ce que je vois? Attendez, j'ai pris l'image. Ce livre, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Le fameux livre de développement personnel qui apparemment a genre explosé. Il a pas lancé le mouvement du développement personnel en France, mais je pense qu'il l'a bien popularisé. Et je pense quand les gens ils pensent développement personnel, ils pensent ce livre quoi globalement maintenant. Il est sorti, il me semble en 2016. C'est un livre qui est censé vous expliquer tous les concepts de base du développement personnel. Et moi ce que je ne savais pas déjà, c'est que c'est une fiction. C'est ni un guide, ni une autobiographie, c'est une fiction. Donc déjà, moi, ça m'a surpris. Moi, je me souviens quand ce livre, il était sorti à l'époque, c'était dans fin des années 2010, donc moi, j'étais ado, début de vie adulte, et moi, j'étais un peu dans mon époque Z à cette époque, j'étais un peu chiant. Et je me souviens que quand on parlait de ce livre et quand on m'expliquait ce qu'il y avait dedans, il y avait déjà genre 15 red flags qui s'étaient allumés dans ma tête, et genre, je refusais catégoriquement. Pour moi, ce livre, c'était bon, c'était de la merde, c'était fini. Genre, je me souviens, quelqu'un avait parlé de ce livre en mode oh là là, mais je comprends pas la vie de la meuf dans le livre, elle est parfaite, elle a tout ce qu'il faut, et moi je suis là, j'arrive pas à accomplir des trucs comme elle, tu vois. Et genre, je me souviens avoir vu ce truc-là et d'être énervée en mode mais ces livres ils te racontent tellement de la merde, genre ne prends pas ce qui est dit dans ce livre au sérieux. Donc à l'époque, moi c'était l'idée que j'en avais. Là, je retombe sur ce livre, d'un seul coup, en fait, je suis curieux, je me dis bah écoute, j'avais jamais lu le livre à l'époque, j'ai ouvert juste par curiosité, et au final, j'ai hate read ce truc, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie, jamais je n'avais déjà hate watch les trucs, ça m'arrive quand même pas souvent parce que bon, quand même, faut être motivé, avoir le temps de le faire, tu vois. Mais alors lire un bouquin juste parce que tu le trouves tellement merdique qu'il en redevient divertissant, j'avoue, ça m'était jamais arrivé. Et bah là, ça arrivait avec ce livre et du coup, je l'ai lu en entier, mais vraiment, je l'ai lu d'une traite en genre un après-midi. Je sais plus combien de pages il fait genre 200 pages à peu près. Et genre, j'ai tout lu quoi. Et genre, j'étais là, oh, c'est fascinant. Je vais tout spoiler. Je vais parler du coup de ce livre, de l'expérience que j'en ai tirée, de la conclusion que j'en tire, des pensées que ça m'a inspiré. Je vais vous raconter l'histoire en entier. Je vais faire ça parce que en dehors de l'histoire en soi, il y a pas grand chose à tirer de ce livre. Et je vais parler un peu après du développement personnel, ce que j'en pense et tout ça. Voilà. Déjà, sur le livre en soi, en dehors de l'histoire, avant de raconter ce qui se passe, c'est très mal écrit. C'est très enfantin, c'est très naïf. J'avais l'impression de lire une fanfic dans le sens où. Moi, j'ai rien contre les fanfics, hein. J'avais vraiment l'impression de lire une fanfic dans le sens où, au-delà de la façon dont c'est écrit, ce qui s'y passe est très naïf à un tel point que t'as l'impression que ça a été écrit par quelqu'un qui n'a jamais été dans la vie active. En fait, t'as pas l'impression que ça a été écrit par un adulte, t'as vraiment l'impression que ça a été écrit par une ado qui fantasme sur ce que c'est que la vie adulte, quoi. Et ça se reflète aussi dans le style d'écriture. Mais du coup, c'est très facile à lire, hein. Tu le lis vraiment en une traite. Du coup, attendez, j'ai pris des petites notes pour me souvenir de ce qui se passe. Donc, on suit le personnage principal, qui est cette meuf, qui est censée être cette meuf de tous les jours, quoi, finalement, qui a 38 ans, je crois. Et donc, elle nous explique qu'elle a un CDI, un mari, un enfant qui est censé avoir, je crois, 8-10 ans. C'est tout. La meuf n'a pas d'amis. Ça, c'est vraiment un truc que je me suis rendu compte plusieurs jours après l'avoir lu en réfléchissant dessus. J'ai fait, mais elle n'a pas d'amis. Toute la sociabilisation qu'elle vit dans tout le livre, c'est à travers sa famille et ses collègues. Et du coup, le mec qui va rentrer, on en parlera après. Donc voilà, déjà, premier truc que moi, personnellement, je relève. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oui, elle te raconte sa vie. Donc elle t'explique qu'elle a un CDI dans la vente, qu'elle n'aime pas ce boulot, que ça la surcharge de travail, qu'elle est en 4/5e pour prendre un jour pour s'occuper de son gamin et que du coup, pour se venger, son patron lui donne genre 2 fois plus de taf et elle finit toujours à pas d'heure. En plus d'avoir des collègues qui la méprisent parce que c'est une femme, genre, je crois que... Je sais pas si c'est dit directement, mais je crois que c'est au moins sous-entendu que c'est clairement juste par haine misogyne, tu vois, que genre, elle a un collègue spécifiquement qui est horrible avec elle. Elle a un mari qui ne la calcule pas, qui vraiment genre ne daigne pas la prendre en compte ou se demander comment elle va, faire le moindre effort dans le foyer. On comprend qu'il ne fait genre rien, aucun travail domestique, que la meuf elle s'occupe et de l'enfant, et du ménage, et de la cuisine, et de tout, enfin bref, voilà. Mais lui ça va parce que lui il travaille 5 jours par semaine et elle que 4, donc c'est sa justification. Voilà, donc elle raconte ça. Donc là, on est au tout début, donc elle raconte sa vie, qu'elle a, voilà, ce taf, son mari nul, son taf nul, tout est nul dans sa vie. Elle raconte ça, et elle dit: «Voilà, donc vous voyez, j'ai vraiment tout pour être heureuse et pourtant je ne le suis pas, je ne comprends pas pourquoi».
Genre là, je crois, on est à genre, même pas 10 pages. Donc elle raconte ça, elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi, elle se sent malheureuse alors que sa vie, a tout pour être bien. Je me souviens, j'ai commencé à lire le bouquin, on est au tout début, elle raconte sa vie et le seul truc auquel je pensais, c'était: «Elle vient de décrire ma définition de l'enfer». Si tu me demandais de décrire l'enfer, je pense que ce serait ça, tu vois? C'est d'être bloqué dans une relation nulle, dans un travail nul, genre de ne jamais avoir de temps pour moi, que tout le monde me déteste, j'ai pas d'amis, genre je fais rien de mes journées à part travailler et m'occuper, de tout le monde tout le temps. Voilà, super. Et donc, elle se retrouve au milieu de la pampa à genre 1 heure du mat. Non, pas 1 heure du mat, j'abuse. Mais bon, il est tard, elle rentre du taf, elle a un accident de voiture sous la pluie, tu vois? Et du coup, elle se dirige vers la première maison qu'elle voit et elle tombe sur un gars chelou que elle trouve genre, trop charismatique et tout. Et ce mec va lui dire: «Voilà, je vais arranger ta vie». Ah oui, d'abord, pardon, donc elle a son accident, elle arrive chez ce gars, elle dit: «Est-ce que je peux utiliser votre téléphone, s'il vous plaît?» Le mec fait: «Oui, oui». Elle appelle son mari, elle lui dit: «J'ai eu un accident sous la pluie au milieu de nulle part, je ne sais pas comment je vais faire». Et lui, il soupire et il demande quand est-ce qu'elle rentre et il raccroche. Et après, elle va voir le mec qui l'a accueilli et elle dit: «Bah voilà, écoutez, je comprends pas, moi j'ai un travail stable, un mari, je ne comprends pas pourquoi je suis malheureuse». Et donc le mec l'écoute et fait: oui, 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 je sais quel est votre problème. Vous avez une routine». Vous êtes bloqué dans votre routine. Voilà, c'est ça qui vous rend malheureuse. Donc en fait, il faut que vous changiez votre vie du tout au tout. Si vous voulez être heureuse, il faut que vous cassiez cette routine. C'est mon métier de changer la vie des gens. Et en fait, la façon dont je fonctionne, c'est que d'abord, je change ta vie. Je suis disponible pour toi 24 heures sur 24. Je te dis tout ce que tu dois faire. Je te donne toutes les clés, machin. Et uniquement après, une fois que j'ai changé ta vie et que t'es heureux, là, tu peux me payer et tu me payes ce que tu veux. Et ça marche à chaque fois. Donc tu n'as absolument pas à t'inquiéter de ne pas pouvoir t'offrir mes services. Et du coup, la meuf, elle fait: «Bah, écoutez, moi, je vois absolument aucun problème avec ce que vous venez de me dire. Ça me met totalement en confiance. Du coup, je vais vous écouter, quoi. Genre, je vois pas ce qui peut bien mal se passer, quoi». Donc ça, c'est le début du bouquin, c'est comment on est introduit. Donc le mec lui dit: «Très bien, je vais changer ta vie du tout au tout. Je vais régler tous tes problèmes. Par contre, il faut absolument que tu fasses ce que je te dis. T'inquiète, fais-moi confiance». Et la meuf, elle se dit: «OK». Ah oui, oui, non, mais vraiment tout le long du truc, t'es là en mode c'est une secte. La meuf, c'est quoi son premier objectif pour changer sa vie du tout au tout? C'est de perdre du poids. Voilà, parce que évidemment, et sachant que la meuf, elle dit que, elle fait genre un truc comme 58 kilos, tu vois? Et qu'elle veut en perdre 3. Elle veut de nouveau rentrer dans un 38 et donc du coup, il faut qu'elle se motive à prendre sa vie en main. Donc d'abord son gars lui dit de ranger sa maison. Elle dit: «Non mais attendez, j'ai pas le temps de ranger la maison là, déjà que je dois m'occuper de mon taf, de mon enfant, de mon mari, de ma maison toute la journée, je n'ai pas le temps». Le mec, il lui dit: «Écoute Camille, si tu veux du temps, tu en trouves. Pensée positive». Il raccroche et Camille elle fait: «Ouais, c'est vrai». Et là, d'un seul coup, elle trouve du temps pour s'occuper de sa maison. Du coup, elle range toute sa maison du jour au lendemain. Elle commence son régime. Pensée positive, elle perd 4 kilos. Donc elle rentre de nouveau dans du 38, donc elle est trop heureuse. Elle est là: «Putain, mais juste avec la pensée positive, j'ai réussi à remplir mon objectif». Elle fait un régime, hein, c'est pas genre magique, elle fait un régime, mais genre, c'est grâce à la pensée positive qu'elle a réussi son régime, tu vois? Elle va finir par trouver un boulot juste en regardant l'autre côté de la route. Alors, je vais te spoiler un petit peu, mais j'avoue que le moment, pour régler son problème de taf, c'est un petit peu le moment émotion du bouquin, mais ça, c'est pour beaucoup plus tard. Du coup, après, pensée positive, elle découvre vraiment toutes les merveilles de la pensée positive. Elle dit: «Oh là là, avant, effectivement, ma vie, elle était horrible parce que je voyais tout le négatif. Quand je sortais de chez moi, je voyais le temps gris, les gens pas contents, les trucs comme ça. Et maintenant, je pense positif, je me concentre sur le positif, je sors dehors, j'ignore les SDF». Non, les mendiants, pardon, elle utilise le mot mendiant, elle dit: «Voilà, je ne fais plus attention aux mendiants, maintenant je vois le ciel bleu, les gens heureux, les oiseaux qui chantent». Pensée positive, pensée positive. Ignorez les SDF parce que genre, ils apportent de la négativité dans votre vie. Ah oui, elle fait effectivement un travail sur la confiance en soi, donc ça c'est très important. Donc le mec lui dit: «Écoute, tu vas imaginer ta star préférée et te dire: "Regarde cette star, elle a vachement confiance en elle, elle est trop sexy, tout le monde la trouve genre incroyable et tout". Bah tu vas t'imaginer que t'es elle et du coup tu auras confiance en toi». Et ça marche, du coup elle se prend pour écoutez, pourquoi pas, hein. Moi genre franchement c'est un des rares trucs avec lesquels j'ai pas de problème dans le bouquin, j'ai envie de dire: «Écoute, si t'as besoin d'un boost pour ta confiance en toi, moi je suis OK». Donc du coup, quelle est la prochaine étape? On n'en est pas encore au mari. En fait, le mec lui dit: «Tu dois aller vers les autres et être positive avec les autres pour que eux ensuite après
après il t'amène du positif, tu vois. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de régler les problèmes relationnels avec son collègue de merde qui l'insulte tous les jours parce qu'il est misogyne. Et donc en fait, ce qu'elle va faire, elle va l'inviter à déjeuner. Et le mec va dire oui. Et pendant le déjeuner, elle va lui dire, tu sais, moi je trouve que t'es vraiment un mec super. Genre, t'es vraiment un bon bosseur, quoi. Genre, tu fais vraiment des bons résultats et tout. Genre, ça m'étonne pas que tu sois le numéro 1 dans la boîte parce que genre t'es trop fort. Et du coup, le mec, en entendant ça, il se passe un truc dans sa tête, tu vois. Genre, il se rend compte qu'il était en tort depuis le début. Il se confond en excuses. Il fait, tu sais, Yami, en fait, je me rends compte que j'ai été vachement méchant avec toi depuis le début. Et en fait, je te trouve vachement courageuse de travailler en même temps que tu t'occupes de ton enfant. Voilà, je t'avoue, je l'ai jamais dit. Mais sache que en fait, je te considère énormément. Et après ce moment-là, il n'y aura plus jamais de problème avec son collègue. Son collègue, c'est... Ça l'a choqué en fait, parce que genre la meuf, elle était là, elle était confiance en elle. Elle l'a envoyé chier une fois quand il a fait une remarque misogyne. Puis elle a eu le courage d'aller vers lui. Et elle était positive. Du coup, voilà quoi. Genre le mec s'est décomposé sur place, elle était obligée de l'admirer comme le font tous les mecs misogynes. Il y a un moment où elle gère sa relation avec l'enfant qui, pour le coup, est le seul moment du bouquin avec lequel je suis... J'ai rien contre parce que bah, c'est juste qu'elle va un peu plus vers son enfant, qui pour le coup, bah, l'enfant il peut pas faire grand chose, tu vois. Donc je skip ça. Mais voilà, sachez qu'il y a un moment où elle travaille sur sa relation avec son enfant, donc pourquoi pas. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Il y a la fameuse scène où elle est en train de s'occuper de son enfant, de l'aider à faire ses devoirs, en même temps que de faire le dîner. Et là, il y a son mari qui rentre, qui s'assoit sur le canapé, qui dit le canapé est dégueulasse. Elle dit ah oui désolé j'ai oublié d'enlever les miettes. Il va dans la salle de bain et ressort énervé en lui hurlant dessus en mode c'est quoi cette merde, c'est dégueulasse, tu n'as pas travaillé, enfin tu n'as pas nettoyé. Et genre la meuf elle fait ah oui c'est vrai désolé j'ai pas eu le temps de la nettoyer nanana. Et le mec il retourne s'asseoir sur le canapé en soupirant tu vois. Et la meuf elle dit bon écoutez maintenant que j'ai confiance en moi je suis une femme nouvelle, je vais évidemment quitter cette immonde merde et me trouver un meilleur mari. Pas du tout. Elle dit genre ouais franchement t'abuses un peu, moi je suis là, je travaille, je m'occupe de la maison et toi tu viens, tu te plains. Et le mec il fait ouais mais moi je travaille, toi tu travailles pas. La meuf elle fait bah si je travaille. Et il fait ouais mais toi tu travailles 4 jours par semaine et moi je travaille 5 jours par semaine donc je travaille plus que toi. Du coup ils s'engueulent, elle sort de chez elle et là elle appelle son gourou de secte qui l'aide depuis le début, hein, je passe pas les étapes où à chaque fois il fait un truc bizarre pour dire voilà tu vois faut que tu fasses ça mais bref. Elle est dehors, il est tard parce que c'est à l'heure du dîner et à un moment elle dit que pendant qu'elle est au téléphone avec le mec, elle est dans un parc et que là il y a deux mecs en survêtement et qui sentent le cannabis, je la cite elle directement, qui lui fait un peu peur et qu'à un moment t'en as un des deux qui lui tape l'épaule et que ça l'a fait sursauter et que le mec lui dit qu'elle avait fait tomber son écharpe et qu'il lui rend et la meuf elle fait ah merci et après ça elle écrit dans le bouquin que du coup elle est retournée dans une rue avec des lampadaires pour se rassurer. Déjà j'ai lu cette scène, j'étais en mode c'est quoi cette merde? Pourquoi il y a cette scène-là? Qu'est-ce qu'elle rajoute? Je ne comprends pas. Genre, c'est vraiment juste, by the way, petit détail, cette meuf est raciste. Et ça n'apporte rien. Genre, ils ne reviennent pas dessus plus tard. Les deux gars en question ne sont pas des personnages qui deviennent importants par la suite. Rien du tout, c'est juste pour le plaisir d'être raciste, quoi. Tu m'as pas dit que le problème avec son fils, expliqué dans le bouquin, c'est qu'elle était pas assez ferme. Oui, ça c'est au début, elle décrit son gamin en mode oui, j'essaye d'être une bonne maman, mais du coup, je suis pas assez ferme. Enfin, classique shit, tu vois. Mais après, comment elle règle le problème avec son gamin, c'est juste, elle passe plus de temps avec lui, elle joue avec lui, etc. Genre ça, à la limite, why not, hein. Parce que je veux dire, tu veux que ce soit quoi d'autre, le problème, c'est pas de la faute du gamin, tu vois. Donc pour l'instant, pendant ce temps, elle est au téléphone avec son gourou, elle lui dit voilà, on s'est disputé avec mon mec parce que moi je trouve qu'il fout rien à la maison et lui il dit que c'est moi qui en fais pas assez. Et le mec il écoute tout ça, il fait ah oui, oui, le fameux jeu de c'est lui qui, oui. En fait, votre problème, c'est que vous cherchez trop à trouver des torts chez lui et vous n'allez pas assez dans son sens. Alors que en fait, si vous faisiez les efforts que vous attendiez de sa part, vous verrez qu'il irait vers vous. Et en fait, c'est à vous. Vous voulez que votre mec, il soit plus romantique. Donc, je tiens juste à dire qu'après ça, il ne reparle jamais, à aucun moment, de travail domestique. Il ne parle jamais, genre, de se partager les tâches, tout ce qu'on sait, c'est ce qui se passe après. La meuf continue de s'occuper de son enfant et de faire le dîner à chaque fois. Genre, vraiment, il y a aucun moment où il parle de ça. Mais juste, le problème, c'est que le mec, bah, il la calcule pas, quoi. Genre, il l'aime pas, ils ne feront jamais rien de romantique ensemble, il lui dit même pas bonjour quand il rentre du taf, tu vois. Genre, vraiment, le mec s'en fout d'elle, tu vois. Elle est en mode, j'aimerais bien qu'il m'aime comme au début, qu'on fasse des trucs romantiques, etc., tu vois. Et du coup, le mec lui dit, bah, en fait, c'est à vous d'aller vers lui. C'est à vous d'être romantique avec lui si vous voulez qu'il vienne vers vous, quoi, tout simplement. Et donc, c'est comme ça que ce problème est résolu.
Donc elle rentre chez elle, ça a été écrit oui, 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 tu le nom de l'autrice là, c'est Raphaël, Giordano. Oui. Après bon, moi j'ai une petite idée de la classe sociale aussi de cette femme, mais j'avoue que ça m'a terrifiée, hein. Genre moi vraiment tu lis le bouquin, genre j'étais terrifiée, hein. Et voilà quoi, il reparle jamais de cet incident et donc ce qu'elle fait pour aller vers son mari, c'est que elle va préparer une soirée en romantique entre eux 2. Elle laisse, son fils, à sa mère, voilà et puis elle prépare tout en mode, petite bougie parfumée, petite pétales de rose, machin et cetera et donc là, ils commencent, à coucher ensemble avec son mari et genre juste avant de passer à l'acte, son mec, il fond en larmes et dit: «En fait, depuis le début, ça m'intimide de te voir changer, devenir plus confiance en toi et de faire tous ces trucs-là et de devenir une personne meilleure parce que moi, j'ai l'impression de pas être au niveau et que du coup, tu vas me quitter parce que je suis un mec de merde» et moi, j'étais en mode: «Oui, oui», mais elle n'était pas Camille n'était pas d'accord avec moi. Camille, a évidemment pris le visage de son homme entre ses mains et l'a rassuré en lui disant: «Mais voyons, je ne te quitterai jamais, je t'aime trop pour ça». Du coup, voilà, tout le problème, du couple a été réglé et après, son mec, du coup, l'invite à un date surprise. Voilà, donc c'est comme ça qu'on est censé comprendre que le problème de couple est résolu et donc ensuite, en toute dernière étape, on peut enfin passer au boulot. Donc là, on arrive au gros truc du bouquin. En fait, cette meuf, elle a un CDI dans la vente, donc c'est dans la vente, pardon. Donc c'est un boulot, stable, sûr, fiable, sérieux, qui fait bien et en fait, elle a jamais voulu faire ça. Elle veut faire des trucs dans l'art parce que voilà, elle avait une petite patte artistique quand elle était au lycée, ça la passionnait et depuis, elle a vraiment genre tout abandonné pour, se concentrer à ce boulot sérieux et tout, qui paye les factures, qui a un CDI, qui est propre et cetera et elle n'a jamais tenté de faire un truc artistique parce que sa mère était strictement contre le fait qu'elle fasse un truc qui n'est pas, genre, fiable quoi, solide, sûr et cetera et du coup, elle dit genre: «Voilà, maintenant que c'est bon, j'ai confiance en moi, que je suis prête à tout faire dans la vie et cetera, je vais réaliser mon rêve. Je vais faire un truc dans la mode parce que la mode, ça me passionne». Je rappelle juste qu'elle dit dans le bouquin, elle le dit, qu'elle n'a pas dessiné depuis le lycée. Voilà, elle le dit, hein. Et que là, elle a 38 ans dans le bouquin, donc ça fait 20 ans qu'elle a pas touché un crayon. Et elle se dit, genre, voilà, je vais me lancer dans un truc dans la mode. Elle dit, moi, je voudrais designer des vêtements pour enfants. Mais en fait, la mode pour enfants, c'est pas un business sûr parce que ça coûte cher et que ça dure pas longtemps parce que genre les enfants ça grandit vite, enfin les vêtements pour bébé tu vois, ça grandit vite et que du coup les gens ils ont peur de devoir racheter des trucs tous les 2 jours, enfin tous les 6 mois genre et que voilà quoi, ils ont pas envie de mettre des grosses sommes d'argent dans le fait d'acheter des vêtements et du coup, elle se dit: «Attends, je think out of the box, je vais être trop disruptive et en fait, je vais faire un business de location de vêtements pour enfants où du coup, tu les achètes moins cher et après tu rends les vêtements et là, ça va être mon business de fou», tu vois? Et du coup, elle se lance là-dedans. C'est plus de la vente au final. Non, non, mais elle voulait plus faire de la vente justement. Dis le truc du Google. Ah oui, elle avait fait une séance de Google Storming. C'est comme genre brainstorming, mais avec Google. Donc en fait, elle a demandé à Google. Donc c'est sorti en 2017, donc elle pouvait pas demander à ChatGPT, tu vois. Voilà, elle fait du Google Storming pour trouver son idée et c'est Google qui lui dit meuf, fais ce truc, tu vois, parce que bon, c'est quand même pas non plus au point qu'elle trouve par elle-même le truc à faire. Donc elle va voir sa mère, elle va lui dire maman, je quitte mon CDI dans la vente pour me lancer là-dedans. Évidemment, sa mère n'est pas d'accord en mode genre oh là là, t'avais un CDI, machin, je voulais pas que tu quittes ton CDI. Et genre, c'est censé être une grosse étape, c'est censé être un moment émotion quand même, d'être en mode je confronte ma mère, je ne vais pas faire le boulot que elle veut, je vais poursuivre mon rêve et tout. Alors que genre, je veux dire, je dis pas que c'est pas potentiellement un moment important dans la vie de certaines personnes, mais genre, c'était pas non plus la meuf, sa mère l'a pas renié, c'était pas un moment particulièrement difficile, c'était juste. La meuf, elle a juste dit, hé, j'ai envie de faire ça, et sa mère a fait, ah non, et genre, elle a dit, ok, bah je vais le faire quand même, tu vois, genre, ça me paraît pas non plus être trop catastrophique comme relation familiale, mais bref. Ah oui, il faut aussi savoir, j'ai oublié de le dire depuis le début, que elle a pas de père, parce que son père a quitté sa mère quand elle avait, je crois, 2 ans, et que son père est jamais revenu dans sa vie, s'est jamais occupé d'elle, a jamais repris contact avec elle, ni rien. Et du coup, bon ça, désolé, hein, je vais le dire maintenant, même si c'est censé être genre le moment un peu ouf, à la fin du bouquin, t'as son gourou qui lui dit la dernière étape, c'est faudra pardonner votre père, tu vois, parce qu'elle était en mode mon père c'est vraiment un connard d'avoir fait ça à ma mère, tu vois. Et son gourou lui dit voilà, vraiment quand vous aurez fini votre formation, vous pourrez pardonner votre père et ce sera vraiment ce moment important. Et donc ce qui se passe à la toute fin du bouquin, une fois qu'elle a fini son développement personnel là, elle appelle son père. Ça dure littéralement une page hein, dans le bouquin. Elle appelle son père, elle dit qu'ils ont eu une conversation émouvante et voilà. Et c'est bon, ils ont recréé les liens, tout va bien.
Là, on arrive au vrai moment émotion, le moment où elle pense, qu'elle a tout foiré. Donc elle quitte son travail. Elle dit au revoir à ses collègues qui évidemment l'adorent tous maintenant qu'elle est devenue cette femme, superbe, confiante en elle et cetera, qui rentre dans du 38 évidemment, c'est très important. Et après, elle se lance dans son business. Ouais, un peu conne mais voilà, mais elle a attendu de d'abord quitter son taf pour après commencer à travailler sur son business et donc elle travaille sans relâche, elle fait ses trucs et tous ses designs, je rappelle qu'elle a pas dessiné depuis le lycée, mais là c'est bon, elle s'y met, elle va créer une marque de vêtements, voilà, hein. Et donc ce qui se passe, c'est qu'elle a besoin d'une banque pour financer son projet. Elle a besoin qu'une banque accepte de lui faire un prêt, pour financer son projet. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle essaye une banque, la banque lui dit non. Elle essaye une deuxième banque, elle lui dit non aussi. Elle essaye une troisième banque, on lui dit encore non. Et là, c'en est trop pour elle. Là, elle se dit qu'elle va complètement foirer sa vie, qu'elle a fait tout ça pour rien, qu'elle a pris tous ces risques et que, ça ne va pas marcher. Et donc là, c'est vraiment le moment où elle doute. Elle doute, elle est énervée, elle appelle son gourou énervé. Elle lui dit: «Vous m'avez fait croire à tous ces trucs, que c'est bon, ça allait ma vie allait changer, que ça allait être trop bien et en fait pas du tout, vous m'avez mis dans la merde. En fait, le développement personnel, c'est de la merde, la pensée positive, c'est de la merde, tout n'est que mensonge». Genre, elle doute de tout du jour au lendemain parce qu'il y a 3 banques qui lui ont dit non. Son mec lui dit: «Écoute Camille, arrête d'être hystérique s'il te plaît». Il lui dit pas ça. Il dit: «Écoute Camille, monte avec moi sur mon scooter». Et donc ni une ni deux, ils vont, dans Paris et ils l'amènent devant une cathédrale où, il y a des gens qui sont en train de chanter un chant religieux et elle voit ça et elle est émue. Et le mec, il lui dit: «Tu vois Camille, il faut que tu crois, il faut que tu aies la foi en fait». Et du coup Camille, elle fait: «OK». Et du coup, elle va voir une quatrième banque, et là, la quatrième banque lui dit oui. Bon, écoutez, pourquoi pas. Donc ça, c'était le gros moment émotion, hein, c'était le moment où elle remettait tout en question. Ah oui, non, moi non plus, j'avoue que l'église, je l'avais pas vu venir, hein. Vraiment, j'étais en mode, c'est quoi cette merde? Genre, je sais pas, le mec, il aurait au moins pu lui faire un discours à base de, genre, ouais, je sais pas, un discours inspirant, quoi. Des fois, les trucs de dev perso, tu vois ça. La seule chose qui compte, c'est qu'aujourd'hui, tu as 24 heures. 24 heures pour gravir la montagne de la peur. 24 heures pour traverser les tempêtes de doute. Genre, je vous jure, vous êtes pas prêts pour la plus grosse vanne du bouquin. Tout a été écrit 100% premier degré, hein. Je ne crois pas qu'il y ait un centième de second degré dans ce bouquin. Elle ouvre sa boutique, donc elle fait un opening, petite soirée, il y a tout le monde qui vient, donc évidemment, il y a son mari, ses 2 parents, son gourou et Jean-Paul Gaultier, qui, il se trouve, est, le couturier préféré de Camille, qui vient, qui était, un contact du gourou et qui a été genre vraiment ultra inspiré par Camille et ses idées révolutionnaires. Genre, je te jure, j'ai lu le truc, j'ai explosé de rire, j'ai fait: «Mais qu'est-ce qui branle là, quoi?» Genre, je pense qu'il a autre chose à foutre que d'aller dans une boutique de vêtements pour enfants, je pense qu'il s'en branle, enfin bref. Mais bon voilà, genre, il trouve que c'est un pote du gourou et qu'il a trouvé, les idées de Camille, genre, trop bien, révolutionnaires, qu'elle était trop forte et qu'il voulait faire un partenariat avec elle tellement elle était trop forte, quoi. Voilà, voilà, voilà. Et donc le bouquin se termine, là-dessus. Donc après ils vont en haut de l'Arc de Triomphe, donc Camille et son gourou vont en haut de l'Arc de Triomphe et lui dit: «Bon écoute, en fait je suis pas du tout routinologue, c'est pas du tout mon boulot. Mon boulot c'est pas du tout de changer la vie des gens. En fait je suis architecte, et Camille, la raison pour laquelle je t'ai aidée, c'est parce qu'il y a des années de ça, j'étais comme toi. Voilà, genre ma vie c'était aussi de la merde, j'étais, plus bactère, et du coup j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidée et maintenant je voulais être cette personne qui allait toi t'aider. Donc voilà, maintenant tu as toutes les clés en main, tu peux toi aussi aider quelqu'un pour, remettre sa vie en ordre». Et voilà quoi, à un moment, elle a un accident de bagnole avec une meuf qui a l'air au bout de sa vie et du coup elle lui dit: «Ah je sais c'est quoi ton problème, je suis routinologue». Ah! Voilà, c'était trop bien. C'était genre j'ai adoré, écoutez, genre moi ça m'a fait énormément rire et j'avais à la fois envie de me suicider et à la fois je ne pouvais pas arrêter parce que c'était juste trop drôle. Écoutez, que dire quoi? Genre c'était incroyable. C'est presque nanar. Franchement, c'est vraiment une version nanar d'un livre. J'ai lu ça de la même façon dont je regarde des séries où je trouve que c'est de la merde parce que c'est nanar quoi, tu vois? C'était une expérience sociologique pour moi de lire ce bouquin, j'étais vraiment plongée dans ce monde
de gens dont visiblement le problème, c'était que tout va bien dans leur vie, mais qui sont quand même malheureux, alors que clairement, quand ils me décrivent leur vie, je suis en mode, bah genre ta vie elle est horrible, j'ai jamais envie de vivre ça de ma vie. Mais en fait, ils sont persuadés que leur vie est parfaite parce que ils rentrent dans toutes les normes sociétales et que c'est des gens et c'est pour ça que c'est souvent c'est vraiment des angoisses de bourgeois et que je suis désolée, la meuf, c'est une bourgeoise en fait. Genre, le personnage, elle a genre une maison en région parisienne, elle a sa voiture, son enfant, son CDI dans la vente. Elle passe ses journées à se balader dans Paris, tu vois. Genre, je suis désolée, genre, tu n'as pas de problème autre que juste tu as mis tous tes efforts pendant toute ta vie dans le fait de rentrer dans toutes les normes sociétales possibles et inimaginables. Et c'est pour ça que tu restes dans un boulot qui te plaît pas juste parce que c'est un CDI et que ça fait bien. C'est pour ça que tu restes dans une relation où tu es pas heureuse juste parce que ça rend mieux que d'être seule, parce que ce serait quand même un peu la honte et t'aurais un peu l'air d'une vieille fille si t'étais pas mariée. Enfin, genre, je veux dire, c'est vraiment que des trucs comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'elle n'a pas d'amis, parce que ça ne rentre pas dans les normes sociétales qui font que tu es acceptée et bien vue, quoi. Et du coup, quand ils se rendent compte qu'en fait, ces normes sociétales, certes, elles sont confortables, mais elle demande quand même un sacrifice assez gros qui est genre vraiment de complètement s'effacer et de mettre toute ton énergie dans le fait de penser comment les gens te voient et pensent de toi. Bah ça fait qu'au bout d'un moment t'en peux plus et que effectivement vers la trentaine, la quarantaine, tu pètes un câble et t'es en mode je veux du changement. Sauf qu'en fait faut pas déconner, la meuf c'est une bourgeoise, elle veut pas du changement au point de perdre son confort et ses privilèges bourgeois. Elle veut du changement mais elle a peur pendant 150 pages de changer de boulot. Elle a pas envie de quitter son mari, elle a pas, enfin genre je veux dire, qu'est-ce qui change concrètement à part le fait qu'elle prend confiance en elle, qu'elle se sent mieux dans sa peau, etc. Qui bon, encore une fois, moi c'est un truc, pourquoi pas, moi je suis pour, hein. Mais qu'est-ce qui change concrètement dans sa vie, si ce n'est le fait qu'elle change de boulot, sachant qu'elle a quand même fait le truc de manière la plus safe possible, tu sais, c'est compréhensible, hein, t'as pas envie non plus de te lancer dans un truc en te disant que t'auras plus d'argent du jour au lendemain, donc je comprends, mais je veux dire, elle a pas changé la façon dont elle voyait ni le monde, ni son rapport aux autres, enfin, comment elle gérait ses relations, elle a toujours un boulot assez conventionnel, je veux dire, je suis désolée, avoir une boutique dans Paris, c'est pas genre le truc exceptionnel que tu penses que c'est, tu vois. Ouais, et il y a eu des miracles, non mais alors ça, c'est un truc dont je vais parler. Le truc qui m'énerve énormément dans ce bouquin, c'est qu'il ne fait vraiment aucune différence entre ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. C'est-à-dire que genre vraiment, le fait que d'un seul coup, tu te mettes à avoir confiance en toi et à penser que tu gères les choses, ça influence directement, il y a une corrélation directe dans le bouquin entre ton attitude, comment toi tu te ressens et comment les autres te traitent. Sauf que en fait, ça rentre aussi dans le fait que parmi les angoisses de bourgeois, t'as ce truc de conformité aux normes. C'est-à-dire que la meuf ne travaille jamais sur son besoin d'être bien vue, quoi, d'être aimée. C'est-à-dire que genre, je veux dire, son collègue de merde, par exemple, dans le bouquin, il y aurait très bien pu avoir une scène où la meuf, elle essaye d'être cool avec lui et le mec l'envoie chier parce que c'est un tocard. Et du coup, elle est en mode, bah écoute, c'est son problème, tu vois. Genre, lui, il sera un tocard et moi, je vivrai ma vie et je serai bien, tu vois. Mais non, non, il fallait absolument que le mec, en fait, secrètement, il l'admire et il lui fasse des compliments, il arrête d'être un connard avec elle. Ok, sauf que dans la vraie vie, si tu tombes sur quelqu'un qui est juste un connard et qui juste te déteste, genre, t'es censé faire quoi, tu vois? T'es censé t'en battre les couilles. Moi, je suis pour que tu t'en battes les couilles, mais genre, en fait, à quel moment dans le bouquin elle s'en bat les couilles, tu vois? Genre, la meuf, elle fait tout ce travail sur elle-même pour soi-disant prendre confiance en elle, sauf que sa confiance en elle est entièrement dépendante de à quel point les autres l'aiment, tu vois? À quel point elle a cette approbation sociale. Ce qui n'est pas, selon moi, ce qui n'est pas de la confiance en soi, tu vois? Genre, une vraie confiance en toi, c'est une confiance où tu peux passer outre les autres, où t'as un entourage solide, tu vois? Genre, évidemment, tu peux pas non plus être seul tout entièrement. Surtout si c'est un collègue random OSEF qui te fait des remarques misogynes, qu'est-ce que je m'en bats les couilles que ce gars m'admire ou pas? Je m'en branle, genre, ce n'est jamais abordé. Et tout comme il y a aucun aspect politique qui est abordé, genre, tout le truc sur la charge mentale et le travail domestique qu'elle fait, ce n'est pas abordé. Comment elle considère sa relation avec juste parce qu'elle est mariée et qu'elle a un enfant, sa relation est censée être idéale, quoi. Et genre vraiment l'enfer patriarcal qu'elle vit d'être dans cette vie-là où elle est condamnée à passer ses journées à travailler, s'occuper de la maison, s'occuper du gosse, travailler, s'occuper de la maison, s'occuper du gosse, travailler et ce n'est jamais abordé, ce n'est jamais montré comme un truc qui potentiellement pèse sur toi mentalement, alors qu'objectivement c'est le cas. Et objectivement, c'est une violence, ce n'est pas quelque chose de bien, ce n'est pas quelque chose de positif et c'est un truc où clairement, si tu me dis ça, je dis: «Bah oui, c'est normal que tu sois pas heureuse, tu vis une violence, tu vis un truc qui pèse sur ta santé mentale au quotidien». Genre c'est pas juste que genre: «Oh là là, c'est la routine, faut raviver la flamme dans votre couple».
Mais voilà, genre, il ne faut pas avoir une analyse un peu matérialiste et politique du truc, du coup, ça restera vraiment à ce truc de genre, non mais voilà quoi, genre c'est purement superficiel. C'est vraiment purement, bah écoute, si on arrive à avoir un date et à être, genre le genre de couple qui s'aime, ça veut dire que ça va. Si j'ai un boulot que j'aime, ça veut dire que ça va. Genre, on vit toujours dans cet enfer capitaliste. Bon après elle, c'est une bourgeoise, je pense qu'elle s'en fout, tu vois? Mais genre, je suis en train de regarder, c'est le succès que ça a eu. Ça a fait je crois des millions de ventes, ça a été un des livres les plus populaires en France, tout le monde a adoré. Dites-vous, j'ai lu des reviews du livre avant de faire le stream, en mode peut-être je pourrais en lire quelques-unes, en mode ce serait marrant. Et tout le monde soit suce le livre, soit quand ils le trouvent pas bien, ils disent c'est mal écrit. Et c'est vraiment la seule critique qu'ils ont. Alors oui, c'est mal écrit, hein, genre l'histoire est vraiment nulle à chier et c'est mal écrit, mais vraiment genre oui, oui, les gens ont adoré ce bouquin. Vraiment. Ça me fait limite peur de me dire: «Mais tu lis un bouquin comme ça et premier degré ça t'aide, mais à quoi ressemble ta vie pour que tu te dises que vraiment genre ce bouquin t'aide? À quel moment? Il apporte quoi ce bouquin? À part te dire: «Sois plus confiance en toi». Peut-être parce que ça rassure. Très bon point, très, très bon point, je voulais en parler aussi. Le truc du sans trop bouleverser les choses déjà établies. Exactement. Le truc du développement personnel, c'est que ça te donne cette promesse et ça va avec le fait que juste en changeant ton attitude, ça va changer comment les gens, ils te parlent, ils te considèrent et cetera. Ça t'offre la promesse d'avoir ce contrôle dans ta vie, d'avoir ce contrôle autour de toi, de te dire genre: «Tes relations, c'est de la merde, t'inquiète, on va arranger ça. Tout dans ta vie est de la merde, on va tout arranger». Juste en changeant deux trois petits trucs, juste en prenant confiance en toi et genre, je pense que les gens qui se lancent dans le développement personnel, c'est des gens qui ont cette angoisse de contrôle sur leur vie, de penser que tout est en train de déraper et que rien se passe comme ils ont envie. Ce qui, je veux dire, est souvent le cas parce que je veux dire, la vie, c'est souvent de la merde pour plein de raisons différentes, souvent pour des raisons que moi je considère matérialistes, mais pour la plupart des gens, je suppose que c'est pas le cas, tu vois? Et qui se disent: «Ah là là, mais si seulement, mon mari» genre alors certes, je vis dans cet enfer, où je dois, m'occuper de la maison et du gosse toute la journée, mais si au moins mon mari en contrepartie, il m'emmenait au resto de temps en temps, ça irait, tu vois? Et genre, c'est vraiment ça et c'est pareil, genre, ah oui, je déteste mon boulot que je suis obligée d'avoir pour avoir une situation un petit peu stable. Bah, écoute, si au moins je pouvais ne pas détester mon boulot, ça irait, tu vois? Alors que, bah, dans la réalité, c'est pas le cas. Dans la réalité, si ta relation, elle est horrible, c'est pas 3 sorties au resto par mois qui vont changer quoi que ce soit. Dans la réalité, tu peux tenter de faire un métier passion, des trucs comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas forcément, l'idée géniale que tout le monde dit que c'est, tu sais? Dans les faits, les métiers passion, ça peut te bouffer, ça peut, lancer un commerce, ça peut ne pas marcher et cetera. Dans ce cas, tu fais quoi? Genre penser positif, si ton truc il est en faillite, tu dans la demeurde et il faut que tu arrives à gérer avec ça et c'est pas un truc d'être pessimiste, c'est un truc d'être justement suffisamment solide sur tes appuis et d'avoir réellement confiance en toi, où tu te dis: «Genre ce genre de truc un peu difficile à vivre, je peux le surmonter» et notamment les trucs matériels comme par exemple l'idée de perdre ton boulot ou d'être en faillite ou des trucs comme ça, bah, tu as besoin de soutien qui ne passe pas juste par toi te sentir bien dans tes baskets, tu vois? Genre tu as besoin de dire: «Bah, j'ai potentiellement tel ami qui peut m'aider si vraiment c'est la demeure, je peux potentiellement retourner chez mes parents, il y a tel truc, qui peut m'aider financièrement», tu vois? Genre, ce que je me suis posé comme question avant d'en parler en stream, c'est qu'est-ce que je voulais en tirer? Et surtout, je me dis, le fait que le bouquin il ait autant de succès, qu'il ait parlé à autant de monde, que tu as des gens même qui disent que ça les a, bouleversés, que c'est un truc incroyable, qu'ils adoraient pouvoir, faire ça avec leur vie. Je me suis dit: «Comment tu réponds à ces gens-là?» Tu leur offres une réponse concrète qui n'est pas juste un truc de genre: «C'est du n'importe quoi, ça n'arrivera jamais, la vie c'est trop de la merde, si tu pas ton boulot de merde, tu es condamné à le garder parce que lol le capitalisme», mais qui n'est pas non plus genre ce truc idéaliste en mode, voilà quoi. Personnellement, ce que ça m'inspire quand je pense à ça, c'est, l'autodétermination. Comment je pense qu'on peut sincèrement aider les gens à rendre leur vie meilleure et ce qu'ils aient plus le contrôle dans leur vie parce que ça reste une angoisse en fait, même si tu dis les réponses qui est données c'est de la merde, non juste prendre confiance en toi, ça fait pas que ton collègue misogyne il va d'un seul coup te respecter. Tu peux dire par contre, prendre confiance en toi, être autodéterminé et te dire que tu connais ta propre valeur et que tu sais ce que tu fais et pourquoi et quels sont tes buts dans la vie,
bah, ça peut te permettre de dire: «Mais genre ce que ce tocard il pense, je m'en branle», tu vois? Moi, j'ai un angle politique de ça parce que c'est beaucoup le militantisme politique, moi, qui m'a appris ces principes d'autodétermination, de se battre, pour la communauté, tout ça, tout ça. Et là, il y a pas du tout cette vision, politique du truc. Mais selon moi, tu es même pas obligé d'avoir absolument une vision politique, tu vois? Genre, tu es même pas je pense que dans un certain niveau, tu es un peu obligé, tu vois? Genre, tu es un peu obligé d'avoir une analyse féministe de sa situation avec ton mari, tu vois? Ça, c'est le genre de situation où tu es obligé de dire: «Bah, écoute, ce que tu vis, c'est, une violence misogyne, en fait», tu vois? Genre, ça, tu es obligé de le prendre en compte. À un moment, faut mettre ça sur la table. Et ça, je pense que c'est un truc qui est de plus en plus entendable, pas pour tout le monde, tu vois? Mais bon, pour le coup, c'est des trucs sur lesquels on a fait du progrès. Mais je veux dire, pour dire, tu peux prendre ta vie en main et ça n'a pas à être un truc ultra individualiste que propose le développement personnel. Ça, c'est possible, je pense. Je pense que tu peux avoir un truc en mode, il y a la Camille qui vient devant moi qui dit: «OK, ma vie elle est trop bien, mais pourtant je suis pas heureuse». Je lui dis déjà: «Ils sont où tes amis?» Moi je me dis un truc qui est important pour l'autodétermination, c'est construire la communauté, tu vois? Et genre un projet qui peut être autodéterminant, qui peut toi te donner confiance en toi, qui peut t'aider dans ta vie de tous les jours, qui peut t'aider à te sortir de situations qui ne sont pas bien, c'est de te concentrer sur les autres. Ce qui, pour moi, est l'inverse du développement personnel et ce qui est une des raisons pour lesquelles tu as beaucoup de gens qui n'aiment pas le développement personnel, qui rejettent ça et qui sont même, genre, vraiment, qui ont un truc, vraiment négatif par rapport à ça, c'est que le développement personnel propose uniquement des solutions individuelles et genre tout vient de toi. Si tu as la bonne attitude, si tu dis le bon truc, si tu penses de la bonne façon et tout ira bien. Et du coup, le développement personnel, tout le travail que tu fais, il est censé être sur toi et pour toi, tu vois? Sauf que pour moi, tu pourrais totalement te dire: «Si ta vie, c'est de la merde, c'est peut-être parce que t'as pas un bon entourage». Pourquoi je me porte directement vers l'entourage? C'est parce qu'on oublie que la sociabilisation et la communauté, c'est des points fondamentaux de la vie humaine, qui sont complètement délaissés par des idées ultra individualistes comme le dev perso, les trucs comme ça, et qui souvent est quand même un truc qui est vraiment manquant en plus. Moi je me dis, si t'as besoin d'aide, est-ce qu'on pourrait te dire: «Bah OK, on va faire en sorte que tu reprennes ta vie en main et que au lieu de te tourner vers toi-même, tu tournes vers les autres», mais pas en mode sacrificiel en fait. Genre les gens quand ils entendent se tourner vers les autres, ils pensent un truc en mode genre: «Non, d'abord toi tu dois, faire cet effort, tu dois donner, tu dois faire ce truc en attendant un retour». Alors que je veux dire, ça peut au contraire totalement être un truc où tout le monde est censé en profiter, y compris toi. Où tu peux dire: «Bah, je vais faire en sorte, par exemple, que mon groupe d'amis, il soit plus soudé, qu'on se voit plus souvent, qu'on fasse plus d'activités ensemble et je vais d'abord peut-être démarrer le truc parce que moi, c'est un manque dans ma vie, parce que je me sens seule et pas assez entourée. Mais une fois que t'as bien engrené le truc, moi, je sais pas, t'as créé un groupe chat où on organise des trucs régulièrement, bah, au bout d'un moment, c'est plus toi qui organise les trucs et tout le monde s'y met un petit peu, tu vois?» Et cet aspect-là de la vie, les gens, ils l'oublient parce que pour eux, il y a vraiment ce truc de norme sociale, tu vois? Genre, normalement, la vie heureuse, c'est censé avoir le couple et la famille nucléaire qui va bien, avoir le boulot CDI solide qui va bien, en fait rien d'autre, tu vois? Et du coup, bah, c'est normal que dans tout ça, on oublie totalement le concept de ton entourage, des amis, de machin, genre, faut absolument régler la relation avec le daron à qui elle a pas parlé depuis 40 ans, mais par contre, parler du fait qu'elle a pas d'amis, ça se n'est même pas évoqué, mais parce que ça ne fait pas partie des normes sociales, en fait, genre, avoir des amis, ça ne fait pas partie de ces trucs qui sont bien vus, qui sont glorifiés, qui sont une preuve de réussite. Donc on s'en fout en fait, genre, au début du bouquin, elle a pas d'amis, à la fin du bouquin, elle en a toujours pas, mais genre, on s'en branle. Moi, j'ai un peu envie de répondre quand même aux gens qui ont ce genre d'angoisse, tu vois? Parce que je pense que c'est réel, je pense que c'est commun. Je pense que si le livre il a eu du succès, c'est parce que même s'il le fait de manière très naïve et franchement un peu ridicule, il a au moins le mérite de répondre à ces angoisses-là, de dire aux gens qu'ils peuvent prendre le contrôle sur leur vie. Et moi, je pense que c'est vrai aussi qu'il y a totalement une marge de manœuvre sur laquelle tu peux agir pour prendre le contrôle sur ta vie. Oui, je pense sincèrement que d'avoir plus confiance en soi, ça se travaille et que ça peut effectivement t'aider à faire ce que tu as envie de faire. Et que là où, pour moi, il y a une limite entre ce que je pense et le développement personnel, c'est le moment où il y a rien, enfin, il y a aucune analyse matérialiste de la situation. Ou genre tu peux changer la façon dont ton mari va s'occuper de toi, ou ton collègue va te percevoir, comment, marchent les trucs, c'est un côté, vraiment religieux de genre: «T'inquiète pas, genre juste en ayant la pensée positive». D'ailleurs ça me fait penser à un autre bouquin qui avait beaucoup marché qui s'appelle La Clé, où c'était pareil, c'était juste ça, c'était: «Pensée positive, c'est bon, tout ira bien dans ta vie, t'inquiète, tu es capté». Et tu des gens, ils ont
vraiment beaucoup aimé ce bouquin parce que, genre, ils ont vraiment besoin qu'on leur dise ça, en fait. Genre, juste tout simplement, on a besoin qu'on leur dise, genre, ta vie, elle va bien aller si tu penses positivement. En fait, le problème, c'est que aussi, dans le militantisme politique que moi j'ai connu à gauche, tu vois, il y a aussi beaucoup ce truc de doomisme où, en fait, parce qu'on veut avoir une analyse plus matérialiste et plus réaliste de la situation, des limitations objectives qu'on a dans ce qu'on fait dans notre vie, bah ça pousse les gens à être très pessimistes en mode genre tant qu'on n'aura pas mis fin au capitalisme, on sera dans la merde, tant qu'on n'aura pas mis fin au patriarcat, on sera dans la merde. Genre oui, c'est des vrais systèmes de domination qui amènent de la violence et qui impactent la vie des gens, ça c'est indéniable, c'est vrai, mais ça veut pas pour autant dire qu'on peut rien faire. Et t'as beaucoup de gens, parce qu'ils ont cette analyse qui se veut matérialiste, qui pensent qu'il y a rien à faire. Mais en même temps, je peux comprendre, t'as des gens, ils ont vraiment une vie qui est difficile à vivre et que quand ils se disent genre ah oui, mais en fait quand tu t'essayes de décortiquer de la situation, que au final l'analyse de fin c'est tout ça, c'est à cause du capitalisme, ils se disent bah je peux pas mettre fin au capitalisme à moi tout seul, donc ils se disent en fait la solution réaliste c'est soit que là demain il y ait une révolution et que le capitalisme soit fini, soit je vais juste vivre cet enfer toute ma vie, tu vois. Je peux comprendre en tout cas comment on peut tomber dans ce genre de pensée. Alors que en fait, moi ce que je pense c'est que tu peux prendre en compte le fait qu'il y ait des réelles difficultés et que oui, on verra peut-être pas la fin du capitalisme ou du patriarcat de notre vivant, mais que pour autant ça ne veut pas dire que tu peux rien faire, et que ça veut pas dire que tu peux rien faire sur ta vie, sur toi-même, ni sur les autres en fait, et que les limitations qu'il y a autour de toi, elles existent, elles sont réelles, il y en a que tu peux surmonter, il y en a pas, tu vois, mais il y en a avec lesquelles tu peux faire. Sauf que le problème pour ça, pour penser ça, c'est qu'il faut se rendre compte que tu n'es pas tout seul dans ton petit univers, où genre la seule personne qui existe dans ton monde c'est toi, et que toutes les autres personnes autour de toi sont des PNJ, tu vois. La solution à ça, et c'est pour ça qu'on parle tout le temps de communauté sur cette chaîne, c'est la vision communautaire. C'est de faire société ensemble, c'est de s'aider les uns les autres, c'est la solidarité. Genre, le capitalisme est beaucoup plus facile à supporter si tu sais que genre c'est pas juste toi, dans ton studio de 18 mètres carrés que tu payes 900 € par mois, qui fait 1 heure de trajet tous les jours pour faire ton boulot payé au SMIC, et genre entre ça il se passe rien en fait. Si tu sais que genre t'as un filet de sécurité sociale, si tu sais que t'as des amis sur qui tu peux compter, qui peuvent t'aider pour tes ressources, si tu sais que t'as une famille qui est là pour te soutenir, si tu sais que genre il y a plein de trucs autour de toi qui ne relèvent pas de toi, mais qui est quelque chose qui s'auto-alimente entre les personnes qui sont là pour t'aider, bah en fait tu peux faire des trucs et tu peux changer des trucs. Et c'est pour ça que pour moi, si tu veux changer ta vie parce que tu sens vraiment que t'as plus le contrôle, que ta vie c'est de la merde, que t'es bloqué dans une routine, que t'as l'impression d'avoir tout ce qu'il faut pour réussir, mais que t'es quand même malheureux parce qu'on t'avait dit que pour être heureux, il fallait un CDI, un mari, et maintenant que t'as ces deux trucs, t'es toujours pas heureuse et tu sais pas pourquoi, bah moi je dirais, faut voir comment on peut changer. Alors certes, la façon dont tu te vois, si t'as confiance en toi et tout, mais aussi ce que tu peux faire dans ta vie comme vrai changement concret. Pour beaucoup de gens, le militantisme politique, ça a été un truc où ils ont été motivés aussi parce que justement, ils avaient ce côté, je sais pas quoi faire de ma vie, j'ai l'impression que tout est de la merde, tout me fait chier, la routine ça me fait chier, et se tourner vers la politique et se tourner vers le militantisme, ça donne un sens à leur vie, ça casse cette fameuse routine qui serait au cœur des problèmes, ça leur permet de comprendre le monde, et genre la compréhension du monde c'est aussi un outil qui peut t'aider à reprendre le contrôle. Moi si les gens ils ont pas envie de se lancer politiquement s'ils ont eu une vie de merde, ça me dérange pas, tu sais, mais genre ils peuvent prendre leur vie en main. Par contre, je pense que ça demande de faire des efforts et effectivement de se dire comment tu peux avoir une place dans le monde, tu vois. Et ça peut être un truc tout con, genre j'ai donné l'exemple des amis, ça peut être effectivement essayer de faire un truc bien pour ta famille, pour ton quartier, ça peut être te lancer toi dans une activité, un hobby, et rencontrer des gens qui ont ce même hobby, cette même passion, et du coup te souder avec eux. Enfin je veux dire, ça peut être des trucs qui sont pas directement politiques, tu vois, mais c'est un truc où oui, à un moment tu dois te tourner vers les autres et tu dois arrêter. Enfin, je veux dire, t'es pas obligé de donner l'heure à des tocards misogynes pour te rassurer sur le fait que en fait, au fond, ils t'admirent pour te tourner vers les autres, tu vois? Genre, le travail qu'elle fait dans le livre sur les autres, c'est envers les pires personnes. Genre, la meuf, elle aurait pas pu se dire, genre, mon collègue qui est une merde, je m'en branle, je vais plutôt essayer d'être pote
avec les autres collègues qui sont sympas, tu vois? Genre non, il fallait qu'elle se concentre sur ce gars parce qu'il fallait absolument que ce gars qui ne l'aime pas, en fait, il l'aime bien, tu vois? Genre elle ne pouvait pas quitter son mari de merde, non, il fallait absolument qu'il change et qu'en fait, il devienne bien parce qu'il a fait un date surprise une fois, tu sais? Tu pas obligé de donner l'heure à ces gens-là, tu peux te permettre d'en avoir rien à foutre et essayer de mettre de l'énergie sur des trucs qui comptent et qui t'apportent vraiment quelque chose et avoir le contrôle sur sa vie, pour moi, c'est ça aussi. Parce que moi, je trouve que c'est pas vraiment avoir le contrôle sur sa vie que de se dire: «J'aime bien cette personne, je me suis investie dans ma relation avec cette personne, maintenant on est mariés, on a des enfants, donc je veux absolument que la relation se passe comme moi je veux et je voudrais qu'il agisse envers moi de la façon dont moi je veux». Pour moi, ce n'est pas avoir confiance en soi et ce n'est pas avoir le contrôle parce que ça veut dire que tout dépend de est-ce que cette personne extérieure à toi a décidé de te considérer et d'agir, tu vois? C'est-à-dire que si le mec décide de continuer d'être un mari de merde, bah, tu vas juste essayer désespérément d'être de plus en plus positive et de donner de plus en plus, jusqu'à ce que finalement, enfin, il change et ce qui n'arrivera probablement jamais. Alors que je veux dire, tu peux dire: «Bon, bah, écoute, je vais essayer de lui parler de ce problème-là» et s'il entend pas et si ça continue, bah, je vais arrêter de mettre mon énergie dans cette relation qui ne m'apporte rien et qui va nulle part, tu vois? C'est un truc difficile d'apprendre à prendre confiance en soi, à gérer les relations. C'est vraiment pas un truc facile. Aller vers les autres, trouver une façon de sociabiliser, de faire partie d'un groupe d'une façon où tu te sens valorisé, où tu te sens bien. Ça, je pense que c'est normal, surtout si on t'a jamais appris ça, surtout si, c'est des trucs qui étaient pas évidents pour toi de base, surtout si des fois t'as des situations matérielles qui font que c'est difficile, tu vois? T'as des gens, ils ont pas forcément beaucoup de temps à consacrer à la sociabilisation et tout ça, tu vois? Genre je comprends que ce soit difficile et que du coup ça demande du temps, ça demande de faire des erreurs, ça demande de travailler sur soi, mais genre justement, tu vois? Genre moi je me dis c'est pourquoi tu pourrais pas avoir des coachs de développement personnel qui sont basés? Tu pourrais totalement prendre les trucs bien du développement personnel, d'aider les gens à s'accomplir, à avoir confiance en eux, et cetera, et avoir une vision qui n'est pas individualiste, où genre c'est juste en mode, «T'inquiète, travaille sur toi et tout ira mieux», où t'es en mode: «OK, on va essayer de voir les choses qui concrètement vont mal dans ta vie». Parce que dans le bouquin, elle est en mode: «Voilà, ma vie, j'ai tout pour être heureuse, du coup, c'est obligé que ce qui ne va pas, c'est moi. C'est obligé que le problème, c'est que j'ai pas assez confiance en moi, c'est que je suis pas assez extravertie, c'est que je suis pas assez entreprenante, et cetera», tu vois? Parce qu'elle n'a pas cette analyse concrète de se dire: «C'est pas normal de faire tout ce taf à la maison, c'est pas normal de te prendre des remarques misogynes de ton collègue, c'est pas normal de taffer comme une ouf, c'est pas normal de devoir t'occuper toute seule, de la maison, de ton taf, de ton mari, de ta maison, genre ce n'est pas possible». Un gros problème que j'ai avec beaucoup des milieux de gauche, c'est qu'à gauche, on est très, très bon pour dire ce qui va pas, mais que quand il s'agit de donner des solutions, c'est pas qu'on donne pas de solutions à gauche. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur le fait de donner des solutions, de proposer des trucs, et cetera. Mais c'est que souvent, on a tendance à se concentrer sur juste dire ce qui va pas, tu vois? Et dire genre: «Voilà, bah, ça c'est pas bien, le capitalisme c'est pas bien, faire tel truc c'est pas bien». Et du coup, pour moi, c'est pas étonnant que tu beaucoup de gens à gauche qui se retrouvent dans cette situation de, tout est foutu, tout est de la merde, rien n'est bien et du coup, on peut rien faire pour changer ça et qui finissent par être un peu désespérés, tu vois? De se dire: «Bah, voilà» et genre, je sais pas, pour moi, le positivisme, ça devrait pas être égal à de l'idéalisme et le pessimisme, ça devrait pas être égal au réalisme. Et je pense que c'est faux, genre je le pense vraiment sincèrement et ça je pense que pour le coup c'est un truc assez répandu, genre au-delà juste de la politique, hein. Je pense que c'est un truc très répandu dans la vie où les gens ont vraiment tendance à associer le fait d'être positif, de proposer des trucs positifs, à des trucs idéalistes en fait, tu vois? À la base de quand tu leur proposes de changer des trucs pour le mieux ou tu de proposer des trucs qui se veulent, je dirais pas idéalistes, tu vois? Mais genre des trucs qui se veulent genre: «Oui, on peut changer les choses peuvent bien se passer, les gens peuvent s'entraider». Genre c'est souvent vu comme un truc idéaliste de ça arrivera jamais ou ça peut pas, se réaliser. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de communauté ici, c'est pour ça qu'on parle tout le temps de qu'est-ce qu'on peut faire aussi. J'espère avoir donné quelques exemples. Ouais, tournez-vous vers les autres, investissez-vous dans vos relations, dans la limite du raisonnable, tu vois? Genre, je pense que oui, faut pas que tu sois genre la personne qui carry tout dans ton groupe d'amis non plus. Mais je pense qu'à un moment, si tu veux avoir une communauté solide, faut aussi être prêt à s'investir soi-même. Bah, écoutez, en espérant qu'on puisse, aller vers un discours un peu plus positif, à gauche et même en général, qu'on arrête de penser que le positif c'est idéaliste et que, le pessimiste, c'est réaliste. Ça, ce serait vraiment une grosse avancée. Je pense que c'est genre la grosse conclusion que j'ai envie d'avoir. Voilà.